Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Avatar, la voix de l'eau. Donc réalisé par James Cameron, qui a mis 13 ans à sortir ce film, parce que, ouais, du coup, la suite du célébrissime Avatar. Alors, Avatar, qu'est-ce que j'en avais pensé à l'époque? Alors, c'est un film que j'ai vu une fois. Et voilà. J'en ai quasiment aucun souvenir. Alors oui, le film est très beau, mais pour moi, c'est le dernier samouraï en nul et en image de synthèse avec des mecs bleus à la place des japonais. Donc comme le dernier samouraï, c'est un de mes films préférés, c'est l'histoire d'un général américain qui va se retrouver par la force des choses après un combat à devoir vivre avec des japonais, s'imprégner de leur culture et d'apprendre à vivre selon leur mode de vie, et qui va du coup passer dans le camp des japonais pour résister à l'invasion américaine, qui veulent éradiquer leur tradition, la fin des samouraïs, etc., etc., qui va se battre à leur côté et épouser la voie du Bushido. Ça vous rappelle quelque chose? Donc Avatar, oui, c'est Jake Sully qui est dans l'armée américaine. Alors ça se passe dans le futur, machin, si tu veux, sur une autre planète. Ils vont sur Pandora, un satellite de je sais pas quoi, d'une planète quelconque. Et il s'avère qu'il va devoir infiltrer les Na'vi, sorte de schtroumpf géant à moitié indien, qui vivent en communion avec la nature. Il va devoir les infiltrer via un avatar, il va transférer sa conscience dans un mec bleu géant. Et donc du coup, il va apprendre leur mode de vie, et il va apprendre l'amour, la nature, machin, et il va se retourner contre les Américains pour les affronter à la fin et vivre parmi les Na'vi en ayant acquis leur sagesse et leur mode de vie. Voilà, s'il y a une redondance dans les scénarios, c'est normal. Là où le dernier samouraï m'avait mystifié complètement par les décors, la poésie, le traitement des personnages, cette relation très particulière entre Tom Cruise et la femme de son ennemi qui l'a tué au combat, la barrière de la langue, les discussions avec le chef de clan qui est joué par Ken Watanabe, qui a un charisme incroyable dans ce film, et la fin surtout qui est poignante au possible. L'alcoolisme du personnage de Tom Cruise qui n'arrive pas à se remettre du massacre des Indiens d'Amérique et qui va devoir revivre tout ça avec les Japonais. C'était un film très très fort. C'était un film très très fort, très très beau. Et pas besoin de 70 milliards de budget d'effets spéciaux pour ça. Donc, oui, voilà, Avatar, du coup, j'avais pas trop aimé. Parce que c'était plus ou moins le même film, en image de synthèse. Oui, la prouesse technique, je suis d'accord. Ça, c'est un truc sur lequel je suis entièrement d'accord. Le film est incroyable. Même encore maintenant, il est incroyable. J'ai vu sur une chaîne YouTube de professionnels des effets spéciaux. En fait, je pensais qu'il y avait quasiment que les Na'vi qui étaient en CGI, mais je pensais pas que tout ce qui était rivière, feuillage, tout ça, c'était de l'image de synthèse. Eh bien si. Et déjà les simulations d'eau sur les ruisseaux, à l'époque c'était dingue. Look at that. Look at that. That looks great. That's nuts. Like, that is trippy. Yeah, that blew my mind when I saw it in theaters. 'Cause I'm like, that water is real, but it's not. Out of everything in Avatar, this is the one thing I took away from it, is the water in the bottom third of this one frame. That's the thing that stuck with me the most from the visuals of this movie. Et donc forcément, pour un film qui s'appelle La voix de l'eau, tu te doutes bien que là, ils vont pousser le truc encore plus loin. Alors, Avatar, La voix de l'eau. Donc on part sur un... Parce que vraiment, le premier, il m'avait laissé de marbre. Tout le monde était là, genre, à se pignoler dessus. Mais à part l'aspect technique, moi, c'était un film lambda, vraiment. Il y avait que Stephen Lang que j'avais bien aimé,
mais parce qu'il est ultra caricatural de ouf et que c'est un acteur que j'aime bien. Il a une gueule, il a une voix surtout. J'adore sa voix, mais j'aime bien sa gueule. J'aime beaucoup sa gueule et il a un petit truc. Sam Worthington, que j'aimais bien fin 2000, notamment grâce à Terminator Salvation, qui est pas un film si mauvais que ça, même si ça se plante un peu dans la direction. On en reparlera bientôt. Mais il a un petit charisme. Je l'avais beaucoup aimé dans... Putain, je me souviens plus du nom du film. Un film avec Schwarzy. Sabotage, je crois. Je l'avais bien aimé dedans. Il a pas un grand rôle, mais le film était cool, je trouve. Donc, Avatar 2, on retrouve Zoé Saldana, on retrouve Stephen Lang, on en reparlera, on retrouve Sam Worthington, et je vous avoue que... il y a un petit caméo de Sigourney Weaver aussi. Il y a Giovanni Ribisi qui nous fait un micro caméo, c'est même plus du caméo là, c'est genre il fait bonjour, au revoir, littéralement. Voilà. Et il y a sûrement plein d'autres acteurs que j'ai pas reconnus parce qu'évidemment on les voit pas à l'écran. Donc, qu'est-ce qui se passe dans La Voie de l'eau ? Alors, dans La Voie de l'eau, Jake fait donc partie des Na'vi intégralement. Hein, il a intégré son avatar de façon permanente. Et il vit avec Neytiri chez les Na'vi dans la forêt. Il a des enfants, il en a une douzaine. Là. il a 2 gosses, une grande fille, on va en reparler aussi, et une petite, donc il en a 4. Tout va bien, machin, on fait des bébés, on est heureux, la nature, ah là là, c'est beau les arbres et tout. Et d'un coup, il y a un vaisseau, enfin il y a des vaisseaux qui arrivent, qui crament toute la forêt, et on dit oh on s'enfuit, là. Et on se rend compte que le personnage de Stephen Lang, donc Coolidge, je sais pas quoi, on va l'appeler le méchant. Parce que c'est vraiment le méchant. Donc le méchant, alors c'est pas qu'il est pas mort, c'est que en fait il est mort à la fin du premier, mais sa compagnie pour laquelle il bosse, donc l'armée, oui c'est l'armée, oui, ont sauvegardé ses souvenirs avant sa mission finale dans une plaquette numérique, et du coup ils ont créé des avatars. Et ils mettent la mémoire du méchant dedans. Et du coup, en fait, il ressuscite, entre guillemets. Il se souvient juste pas de ce qu'il a fait après la dernière mission. Enfin, après qu'il ait sauvegardé sa mémoire, forcément. Mais il a tous les souvenirs de toute la vie du méchant. Donc le méchant, Avatar. Et déjà, moi, il y a un problème, parce que déjà, c'est la facilité absolue de faire revenir ce personnage. Ils auraient pu trouver quand même une autre menace, parce qu'en fait, l'histoire, ça va être, il veut se venger, et c'est tout. 13 ans pour ça. Alors, 13 ans pour ça, non, évidemment que non, parce qu'il y a eu le développement de la technologie qui a permis de faire ce film, parce que, encore une fois, les images sont incroyables. Il a fallu développer la mocap, parce que, mine de rien, le film se passe dans l'eau, les 3/4 du temps. Et il faut que les équipements de mocap, donc de motion capture, qui capturent les expressions des personnages, des acteurs en temps réel, pour le retranscrire fidèlement sur l'image de synthèse, il faut que ça marche sous l'eau, mine de rien. Donc il a fallu développer toute cette technologie, il a fallu surtout taffer incroyablement les rendus d'eau, parce que l'eau, dans l'image de synthèse, ça a toujours été problématique. J'en parlais un peu avec les cheveux dans She-Hulk, ça aussi c'est un gros problème dans l'image de synthèse, c'est l'eau. L'eau, on a eu du mal à la rendre crédible jusqu'à très peu de temps, vraiment, au niveau du poids, au niveau de plein de trucs, au niveau des reflets, surtout les reflets de lumière dans l'eau, c'est très compliqué, c'est des calculs de fou. Et alors là, bon, voilà, vous le voyez à l'écran, le rendu est fantastique dans ce film. On a une espèce de baleine à un moment c'est un des plans qui m'a marqué du film, parce que je me suis dit, les calculs doivent être dingues. On a une baleine qui sort de l'eau et qui s'éclate dans l'eau, et on voit toute l'écume qui jaillit d'un coup. Et moi j'ai vu ce plan là, j'ai fait oh là là, mais les mecs ont dû bosser mais de dingue, parce qu'on dirait de l'eau. On dirait de l'eau.
concrètement, on ne voit pas l'image de synthèse. Donc voilà, il a fallu développer tout ça, et surtout il a fallu développer une histoire en 4 chapitres, parce que Avatar c'est 5 films en tout. Voilà, donc il me semble que Cameron a dit que si celui-là marchait pas si bien que ça, il allait se rétracter sur une trilogie, mais normalement on a 4 films là. Moins celui-là qui vient de sortir, on en a encore 3, normalement. Donc oui, on a tout ce côté, voilà, il veut tuer Jake Sully, le méchant, et donc en fait Jake, il veut pas reproduire tout le champ de bataille qu'il y a eu à la fin du premier dans son nouveau village, donc en fait il fuit vers le peuple des mers. Donc c'est des navires mais qui sont dans l'eau. Donc ils ont une plus grande queue. Ils ont une plus grande queue pour mieux nager, ils ont des espèces de nageoires au niveau des bras. Du coup, ils sont plus à l'aise dans l'eau, ils nagent mieux, ils maîtrisent mieux leur respiration. La respiration aussi, on va en reparler. Donc, après cette intro de 10 minutes, je suis désolé, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Alors, Avatar, la voix de l'eau. Voilà, mon avis sur le film. C'est long, c'est pas intéressant, c'est beau, techniquement, c'est même incroyablement beau, mais c'est chiant, et ça raconte rien. En tout cas, rien qui ne m'ait parlé à moi. On a évidemment toute la partie écologie, on a toute la partie sous-marine, parce que James Cameron, depuis Titanic, on sait que le mec il est fasciné par les fonds marins, par l'océan. Genre le mec il a fait développer des trucs, des pods pour pouvoir plonger à des profondeurs qu'on a rarement atteint. Il a fait 2-3 tours près de la fosse des Mariannes, donc le mec est fasciné par les abysses. Donc voilà, donc forcément, voilà, tu vois que le mec surkiffe les fonds marins, l'eau, tout ça dans ce film-là. Parce que oui, effectivement, la moitié du film se passe dans la flotte. Et les rendus sont incroyables. Mais 3h20, t'as quand même 1 heure au milieu du film où t'as un navire qui devient pote avec une baleine. Le clou-clouc, là, je sais pas quoi, là. Le Nemo géant, s'il lui manque une patoune. Enfin, une nageoire. Donc, ouais. Bon, c'est pas foufou. Et puis franchement, pour ce que ça sert à la fin, en gros, la baleine, elle va monter sur un bateau, elle va faire un plat, et voilà, c'est tout, quoi. Ouais, si elle va sauver Jake à la fin, parce qu'il manque d'air, et puis elle arrive, et puis voilà. Mais est-ce que ça nécessitait vraiment 1 heure ? Alors je sais, je suis le premier à dire que dans les cinémas de divertissement en ce moment, on n'a pas assez de développement de personnages. Faut pas confondre développement de personnages avec des longueurs. C'est pas parce que tu vas passer du temps avec un personnage que tu vas le développer. C'est pas parce qu'on va passer 1 heure entre un mec qui parle à une baleine que tu vas te dire « Ah ouais, non, c'est juste un mec qui parle avec une baleine. » Oui, l'amour entre l'homme et la nature, et c'est la symbiose avec les cheveux, machin, qui se mettent dans le cul, là, je sais pas quoi. Ok, oui, d'accord. Mais vous l'aviez déjà dit dans le premier, ça. Et c'est là où j'ai un problème, c'est qu'en fait, moi, je vois une redite du premier, et au lieu de voir ça dans les arbres, on voit ça dans la flotte. Donc, la vengeance, ouais, il y a la vengeance. Mais il y a aussi l'amour filial et tout ça, machin, qui est bizarrement traité dans ce film. Je sais pas, c'est bizarre. On a Jake et Neytiri, la raciste. On a donc les 2 premiers fils, il y a Loclac et Neymar, là, je sais pas quoi. Et ces 2 filles, les 2 filles, Tuk et Tuk là, et la grande, on va l'appeler Marie, parce qu'il y a un rapport avec l'Immaculée Conception. J'ai pas compris. C'est dit au début du film, mais j'ai pas compris. C'est la fille de Sigourney Weaver.
Mais qui est le père? Il y a tout un délire dans le film, on sait pas qui est le père. Donc, il y a un problème avec ce personnage de la grande fille de Jake. Donc, elle est adoptée apparemment, mais elle a la force. Elle a la force parce qu'elle est capable de sentir Ewa. Je crois que c'est ça. La vie, quoi, en gros. Elle est capable de sentir. Elle sent la vie qui pulse dans le sol, dans les mammouths, les trucs, dans les cailloux, dans tout ça. Si tu veux. Et donc, mais en fait, c'est tellement pas fin. Il y a 3 ou 4 scènes qui sont dédiées à ça. Mais ça sert à rien dans le film. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. C'est juste là pour que James Cameron, dans le 4, quand il va en reparler, que ça va sauver une situation, qu'on puisse pas dire « Ah, c'est un Deus Ex Machina ». Parce qu'il va dire « Ah non, les gars, dans la voie de l'eau, j'ai mis 4 scènes pour préparer le truc. Hein. » Ouais, mais si ça sert à rien dans ton film... Alors, ça sert à rien. Si à la fin, c'est cette conscience de la vie qui va lui permettre de manipuler les crevettes radioactives là, qui brillent pour trouver son chemin dans la carlingue du bateau. Ça me fait penser parce que dans cette scène, elle utilise une méduse en sac à dos qui lui permet de respirer sous l'eau. Pardon. Alors, quand je dis une méduse en sac à dos, donc c'est un mix entre une méduse et une raie manta. Pour vous donner, c'est une raie manta qui a la texture d'une méduse, en gros. La meuf se la colle sur le dos et elle te dit, ça te permet de respirer sous l'eau. Et puis elle est là, elle nage, comme ça, avec de l'air dans les joues. J'ai dû me retenir de rigoler parce que ça m'a fait penser à un épisode des Simpsons où il y a 2 mecs dans l'espace qui sont en train d'étouffer parce qu'ils ont plus leur masque. Et il y a un des 2 mecs qui fait « Vite, on étouffe, vite, mettons nos lunettes à oxygène !» Ils prennent des lunettes, ils se les mettent, mais genre des lunettes normales hein, qui recouvrent pas le nez ni la bouche, hein, juste des lunettes, et ils font « Ah, on l'a échappé belle !» Right. Goggles on! C'est aussi con. Ta raie manta méduse, c'est aussi con que les Simpsons et leurs lunettes à oxygène. Je suis désolé. Pendant tout le film, on te montre à quel point ils galèrent pour retenir leur souffle dans l'eau, que l'air il passe par leurs poumons, par leurs trachées, par leur nez, tout ça machin. Parce que ce sont des humanoïdes. Les navis, ils sont comme nous. Ils sont juste bleus et grands. Mais ils marchent comme nous. Donc, en quoi te mettre une méduse sur le dos, ça te fait que tu peux respirer? Bref. Voilà. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Neytiri la raciste. Alors, je me souvenais... Alors, j'ai vu que le premier film qu'une fois, il y a 10 ans, 12 ans, là. Et je me souvenais que Neytiri, je la trouvais insupportable. Je vous vois venir, c'est un personnage de femme forte, tu l'aimes pas, rien à voir. Il y avait un truc dans son comportement qui m'énervait. Et, alors pour en avoir discuté avec un collègue tout à l'heure, la nana, elle est toujours dans l'agression, elle est toujours énervée, toujours dans l'émotion, à fleur de peau. Tu peux pas dialoguer avec elle. Et moi, j'ai jamais ressenti l'alchimie pendant tout le film entre elle et Jake. Je comprends pas pourquoi ils finissent ensemble. Parce qu'elle passe son temps à lui gueuler dessus. Et l'autre, il se dit, mais elle est relou, elle, tu vois. C'est normal que je connaisse pas, je viens d'arriver. On me dit d'apprendre tes coutumes, c'est normal que je les connaisse pas. Tu es comme un enfant. Ben oui, c'est normal, il est jamais venu, il vient d'une autre planète. Eh oh, tranquille. Donc voilà. Et en fait, j'ai retrouvé exactement ça dans ce film. Mais pas que chez Neytiri, c'est ça le problème. La femme du chef, donc la chef aussi, du village des navis sous-marins, c'est la même chose. Elle est insupportable, elle aussi.
Mais je dis pas ça dans le sens où les personnages de femmes forts ça me saoule. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que je trouve que James Cameron les a très mal écrites, et qu'on est censé avoir des femmes fortes, enfin des femmes de pouvoir, mais qui se comportent comme des gamines en fait. Et elles sont toutes les deux sont dans l'émotion, sont dans machin, elles s'énervent très très vite. Et c'est Jake Sully et le mari de l'autre qui vont les calmer à chaque fois, leur dire bon écoute, en gros fais appel à la raison, tu vois, genre si je dis ça c'est que c'est comme ça, tu peux pas réagir comme ça, hein. Je dis ben les gars, forcément les femmes sont dans l'émotion, elles peuvent pas réfléchir, et les mecs genre ils sont ultra posés et tout. Et on n'est plus en 1950 les gars. Enfin je sais pas. Je me suis dit mais c'est super bizarre comme façon d'écrire des personnages. Ouais, enfin je sais pas, c'est... Alors pour ceux qui me suivent un peu, je suis pas du tout dans le pro-fémen et tout ça, mais là je me suis quand même... Ouais, ça m'a dérangé en fait, Je trouvais que les femmes étaient traitées comme des enfants, mais j'ai pas compris. Surtout pour un mec qui a écrit un personnage comme Sarah Connor, quoi. Donc pas Dark Fate, avant. Donc Terminator 2 et Ripley dans Aliens, quoi. Enfin, qui étaient des modèles de femmes fortes incroyables. C'était waouh, le charisme, les décisions, le calme quand il y avait besoin, et l'aspect maternel, mais tout en étant ultra badass et voilà, sans renier leur féminité, mais qui avait les couilles. Ça j'adore. Mais là, j'ai pas aimé le traitement des femmes. Je trouve qu'elles étaient trop caricaturales, mais dans le mauvais sens du terme, vraiment. C'est les pires clichés que tu pourrais trouver d'une femme, c'est ça, en bleu. et j'ai pas aimé. Même l'ado là qui sent Ewa partout là, c'est la teenageuse qui est insupportable, quoi. Qui fait la gueule tout le temps, genre vous ne comprenez pas, insupportable. Les deux fils aînés. Alors le premier c'est le garçon modèle, donc c'est le digne successeur de son père, le chasseur émérite, qui comprend bien les choses, qui est intelligent. Et le deuxième, on essaie de te le faire passer pour le gamin qui écoute rien, qui est casse-cou, qui est machin. Moi je l'ai pas ressenti vraiment, je trouve pas trop. Et on te sort que genre ouais, oh, mon père il m'aime pas parce que... Bah, déjà parce que tu fais des conneries, donc il t'engueule, donc oui c'est normal. Mais... Enfin, il met sa famille en danger plusieurs fois. Et quand son père lui dit bon, t'as fait une connerie quoi. Lui il fait la gueule genre... Mais mon gars, ton frère s'est fait tirer dessus. T'avais ta petite sœur de 6 ans, touk là. Et l'autre, qui ont été en danger de mort plusieurs fois, à cause de toi, de tes actions. Au bout d'un moment, arrête de faire genre mon père il m'aime pas. Réfléchis mon gars, t'es un abruti total en fait. Donc voilà. Alors du coup il va s'exiler, il va se devenir ami avec un poisson. Parce que le Clouc, donc Nemo géant, c'est le seul qui peut le comprendre, parce que c'est un paria lui aussi. Et ça dure 1 heure. Oh là, le passage avec la baleine là, insupportable. Et disons que 7 minutes ça aurait très bien fait l'affaire. Mais voilà. Et au final... Ah oui, il y a un autre gamin qui traîne avec eux qui est un humain, qui est le fils de Stephen Lang du premier film, qui a été abandonné... alors, moi je me souvenais pas qu'il avait un fils, mais il était bébé quand il était en mission sur Pandora. Du coup, quand ils sont retournés sur Terre, apparemment on ne peut pas cryogéniser les bébés. Donc comment il est venu ? À part s'ils l'ont dit que j'ai loupé, dans ce cas je vais faire ma gueule, mais si tu peux pas le cryogéniser pour le retour, je vois pas pourquoi tu pourrais le cryogéniser pour l'aller. Parce que Pandora, il me semble que c'est quand même super loin de la Terre. Bref. Donc ce gamin, il a été recueilli par les Na'vi, par Jake et sa petite famille, et Neytiri le déteste. La première phrase, je crois, que Neytiri prononce du film, c'est « sa place n'est pas avec nous ». Donc ils sont tous bleus, et il y a un petit mec blanc, un petit blond avec des dreadlocks là, un espèce de mini Tarzan avec un masque, forcément parce qu'il peut pas respirer sur Pandora. Et elle le regarde et fait non mais lui j'en veux pas, sa place n'est pas chez lui, sa place n'est pas avec nous.
Alors que son mec, c'est un terrien aussi, tu vois. Mais il s'est converti à l'avatar, enfin à la bleuitude. Et j'ai envie de dire que le gamin, il est même plus à fond dans les navis que son mari. Hein. Genre le petit, il est à fond, il fait tout comme les navis, il parle navis, il fait les quand il est énervé, ce qui est complètement ridicule. Même chez les navis, hein, c'est ridicule. Mais il y a ce racisme latent chez Neytiri qui fait que... Alors oui, effectivement, son monde a failli être détruit à cause des Sky People, des hommes du ciel, comme ils disent. Mais elle est mariée avec un putain de Sky People. Donc les gens peuvent changer. Et surtout un gamin qui soit n'est pas de ton ethnie, mais qui a été élevé depuis bébé dans tes traditions, dans ton monde, qui parle ta langue et qui veut plus que tout devenir bleu, le mec se peint en bleu, littéralement, dans le film. Il rejette sa couleur à lui et il se peint en bleu. Pourquoi tu fais chier ? Et à la fin, elle est prête à le sacrifier pour sauver son enfant. Ouais, alors là, oui, peut-être que l'instinct maternel ou paternel peut prendre le dessus, je suis d'accord. Et ouais, du coup... pourquoi pas. Ça, je dis rien pour la fin du film, mais en fait, Neytiri, c'est pas un personnage sympa, je l'aime pas en fait. Et il y avait des rémanences de ça. Je savais que dans le premier film, je l'aimais pas, mais je me souvenais plus pourquoi. Et là, en fait, il y a plein de trucs. Je me dis, mais c'est une connasse en fait. C'est pas un... Comment tu peux sortir avec ça, Jake ? Elle est mauvaise en fait, dans le fond. Tu peux lui donner la belle voix de Zoé Saldana, lui faire des beaux yeux en image de synthèse super mignon. Ça reste une connasse raciste, quoi. Je suis désolé. Je suis désolé. Qu'elle ressente ça envers les mecs de l'armée et tout ça, ouais, mais c'est normal. Mais par rapport à un gamin qu'elle a quasi élevé, juste parce qu'il a pas la même couleur de peau, je trouve ça chaud quand même. Bref. Je suis jamais rentré dans le film parce que tout ce que je voyais à l'écran, je savais que c'était faux. Alors, je me suis posé la question. J'ai pas réussi. Alors, il y a des performances capture vraiment incroyables dans ce film. On sent l'émotion sur les visages, on les voit dans les yeux. On voit que ce sont des gens. Ils ont pas les yeux morts comme il y a 10-15 ans dans les films en image de synthèse. Ils transpirent la vie, ces personnages. Mais... Alors déjà que l'histoire est pas intéressante, que les enjeux sont pas incroyables, que ça repompe beaucoup du premier, et qu'en fait, on est quasiment aucune personne réelle à l'écran. Parce que je me suis dit, pourquoi ça marche, et pourquoi par exemple Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux, il me touche. Parce qu'il a quand même une interaction avec des gens qui sont là, sur le plateau, avec lui, et que même s'il fait plus faux que ceux d'Avatar maintenant, t'as quand même des gens autour de lui à qui tu te reconnais dans ces gens-là, parce qu'ils sont humains. Et donc l'interaction que Gollum a indirectement avec toi par rapport à ces personnages réels, il y a un truc qui fonctionne, je pense. À mon niveau, je pense que ça marche comme ça. C'est aussi pour ça, j'ai fait le... Ouais, je pars dans tous les sens, mais j'ai fait le lien par exemple avec la prélogie Star Wars par exemple, où il y a beaucoup d'images de synthèse. Pareil, Yoda, tout ça machin. Mais on a toujours Ewan McGregor, Hayden Christensen, Samuel Jackson, Christopher Lee, tout ça. On a des repères humains qui nous permettent de raccrocher quelque part. Là, comme ce que je vois, je sais que c'est pas là, ça me touche pas. Quand je vois un beau coucher de soleil dans un film, il y a un truc qui se passe. Je me dis, putain, le mec a quand même cherché sa caméra et aller chercher son équipe, ils se sont installés à 5h du mat pour choper l'instant magique. Là, quand je vois un coucher de soleil dans Avatar, je sais que c'est des calculs numériques sur un ordinateur. Ça me touche pas. Quand je vois ces montagnes dans le ciel, ces espèces de rochers, dans le ciel,
c'est beau, techniquement, objectivement, c'est beau. Subjectivement, ça ne me procure aucune émotion. Ça, c'est magnifique. Et en fait, c'est ça le problème. Les plans qui sont censés t'émerveiller, je sens qu'ils ont été mis là pour créer cet émerveillement en moi. Quand je voyais un plan qui s'attardait un peu trop sur un paysage ou sur... Quand tu vois Jake Sully qui sort de l'eau à la fin comme ça, dans le noir avec les lumières et puis les gouttes qui ruissellent et puis ça chope la lumière mais de façon parfaite. On n'aurait pas pu mieux faire la scène, elle n'aurait pas pu être mieux éclairée, c'est James Cameron. Elle n'aurait pas pu mieux être éclairée, elle n'aurait pas pu être mieux faite. Mais, moi je sens le coude de James Cameron qui me tape là, et il fait « T'as vu ce que je sais faire ? T'as vu un peu ?» Et j'ai senti ça pendant 3 heures. Et le truc qui m'a énervé, c'est qu'avoir un mec de la stature et avec la gueule de Stephen Lang et de l'avoir foutu dans un putain d'avatar pendant tout le film, je suis dégoûté. Parce que tu le vois l'avatar, tu reconnais un peu les traits de Stephen Lang au niveau de la bouche. Tu t'entends sa voix qui est stylée, mais il me manque Stephen Lang. Mais en même temps, le premier film il est sorti il y a 12 ans, un truc comme ça. Stephen Lang il a pris 12 ans dans la gueule depuis, donc ouais. Ils l'ont mis dans une scène vraiment au tout début, je pense qu'ils l'ont rajeuni numériquement, mais c'était plus possible de l'utiliser. Donc ils l'ont mis en avatar, ils se sont dit bah tiens on va faire genre le truc de la puce machin, hein. Comme ça on les met tous en avatar et il n'y a plus de problème de... il s'est passé 3 mois dans la diégèse des 2 films, mais en fait les acteurs ils ont pris 12 ans. Et ça je le sens dans le film, je le ressens, ça marche pas. Et bordel, James Cameron, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a des trucs bizarres dans le film. Quelle mémoire de merde, je m'en souviens plus. Putain, comment tu peux être critique, te dire critique et oublier tes points ? Il y a un truc qui m'a choqué, vraiment. Il y a un truc qui m'a choqué dans ce film. Alors pour un film qui prend son temps et qui parle de respiration sous l'eau, je trouve ça très ironique. Il y a toute une scène où la gamine du chef du clan de l'eau va apprendre aux enfants de Jake Sully à rester en apnée le plus longtemps possible sous l'eau. Et donc on va la voir avec les enfants, elle les entraîne, et au fur et à mesure on les voit s'améliorer, tout ça machin. Et à la fin de cette séquence, ils sortent tous de l'eau, et elle leur dit « Et voilà, vous avez appris à respirer. Cut !» Et une autre scène qui déboule. Et t'es là, tu fais « Mais... Tu fais une scène sur on a appris à respirer et à peine la nana elle a dit respirer, clac, tu nous fais une coupure sur une autre scène qui n'a rien à voir et c'est pas une coupure style il y aurait une explosion ou une attaque subite d'un coup, non, c'est une autre tranche de vie d'autre chose, il me semble. Et t'es là, tu fais, mais justement, tu parles de respirer, mon gars. Laisse ton personnage, ton montage, ton rythme respirer. Cut pas comme ça d'un coup, comme ça. Surtout sur cette réplique, vous avez appris à respirer. Non, laisse-lui le temps. Vous avez appris à respirer, tu fais un contre-champ sur les gamins qui se regardent, genre, ouais, putain, on a réussi. Et là, tu remets la gamine, qui leur fait un petit sourire approbateur, genre, oui, bah oui, vous avez réussi. Et là, tu coupes. Mais tu fais pas dès que la réplique est finie. Et j'étais avec quelqu'un, et la personne, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit oui, moi aussi, j'ai ressenti ça. Donc, voilà, c'est... Enfin, je sais pas, c'est très très bizarre. Alors, j'ai un problème avec la morale un peu de la fin. Enfin, j'ai un problème, oui et non. On a le fils, donc le petit Tarzan, on a le fils du méchant. Le méchant sombre se noie à la fin. Et lui, le gamin va plonger dans l'eau pour voilà, et il va voir le corps de son père qui fait bloup, bloup, et donc en fait il s'en va et il va s'arrêter, il va dire ah putain, et il va aller le chercher et le sauver. Sachant que le mec a cramé des villages, a tué d'innombrables navis
en présence de son fils, devant lui, hein, donc il l'a fait devant lui. Donc le gamin sait de quoi il est capable. Et il va le sauver pour au final le rejeter. Il lui fait un de toute mocheté et il s'en va et l'autre repart sur sa base. Alors qu'il a dit à Jake juste avant, devant son fils, « Si tu me tues pas, je reviendrai pour tuer toute ta famille. » Choix judicieux, mon gars. Choix judicieux, non. Mais, dans la logique du film, oui. Je comprends. Le gamin a été élevé sans père, donc il découvre dans ce film-là que c'est lui son père. Mais il a été élevé par Jake Sully et Neytiri et ses frères, enfin les enfants. Mais il a eu toujours ce besoin de découvrir ses racines. Comme beaucoup d'enfants orphelins ont, même des adoptés, ils ont ce besoin de retrouver leurs parents biologiques. On voit qu'il retrouve son père, on voit qu'il y a une admiration, il y a un lien qui se crée entre eux, évidemment, pendant le film. Et donc, pourquoi il le sauve alors que le mec c'est un salopard et qu'il a tué plein de gens? Faut pas oublier que le gamin a quand même été élevé dans les croyances d'Ewa, donc chaque vie est sacrée. Comme ils disent dans le premier, hein, quand Jake, à un moment, je crois, il se balade dans la forêt, il y a l'espèce de poulpe volant blanc, là, il essaie de les dégager, et Neytiri, je crois, lui dit « Espèce de connard, hein, c'est une vie sacrée !» Avec son charme et sa gentillesse habituelle. Et lui, il a été élevé comme ça, dans le respect de la nature, de la vie, etc. Et donc, forcément, il peut pas laisser mourir quelqu'un devant lui comme ça. Même s'il le déteste, chaque vie est précieuse sur Ewa. Enfin, sur Pandora. Surtout qu'il a perdu un de ses frères juste avant, donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction, il y a de la nuance, pour une fois, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ce choix me paraît logique dans tout ce qui est installé dans les deux films. Mais du coup, il faut que dans les suivants, il traite la culpabilité du petit Tarzan. Parce que l'autre, il va revenir, il va foutre la merde, donc il faut que chaque vie perdue soit un poids en plus sur les épaules du petit Tarzan. Sinon, ça n'aura aucun intérêt. Et par contre, en parlant de subtilité, on a un plan qui en manque cruellement. C'est-à-dire que Loclac, l'un des fils de Jake, il va encore faire une connerie. Son fils Neymar, là, il va vouloir le sauver, il va se prendre une balle et il va mourir. Et en fait, Loclac, il va tenir... C'est pas Loclac, mais ça ressemble. Loclac, oui, c'est un plat vietnamien. Loclac, il va tenir le cadavre de son frère, et en fait, quand il va le lâcher, on va voir un plan mais un plan genre comme ça, sur ses mains plein de sang. Et genre, il a le sang de son frère sur les mains. Ah mon Dieu, quelle métaphore. James Cameron, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu perds en superbe, hein, là. Là, on est sur des métaphores niveau Marvel, quand il y en a. Voilà. Donc, ouais, j'en attendais rien et il n'y a rien qui m'a... Voilà, c'était... Non, c'est normal. Ce film, il est passé, mais normal. Voilà. Ça a été long parce que... Il y a même des répliques que j'arrivais à prévoir à l'avance, tellement c'est écrit de façon convenue, en fait. Il y a plusieurs dialogues entre les enfants que j'ai dit à voix haute avant que ça arrive. Tellement c'est banal et tellement ça n'a rien d'innovant. Et c'est en ça que je trouve que les avatars, ce sont des escroqueries. C'est de l'esbrouf numérique. T'enlèves le côté incroyable de l'image, parce que c'est incroyable. Qu'est-ce que ça raconte en soi? Pas grand-chose. Oui, l'écologie, machin. On vit tous à l'intérieur, même quand on disparaît, machin. Chaque vie est précieuse, la nature c'est joli, machin. Voilà.
voilà, je sais pas quoi rajouter d'autre. On va s'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup trop de temps. Donc voilà, Avatar, la voix de l'eau. Voilà. T'as envie de pisser dedans un peu quand même. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'espère sur un meilleur film. Allez, ciao. Solo.